Bonsoir. Oui, c'est avec un réel plaisir et un grand bonheur d'être l'invité de la plateforme Newscoop. Et je dis bonsoir à toutes les personnes présentes sur cette plateforme d'information et d'échange. Ok, merci. Je suis Martial Ludovic Gourou. Je suis entré dans le monde du journalisme au niveau de la presse écrite en 96 au journal Le Populaire, dirigé par M. Nyakala Gauthier, qui était le rédacteur en chef, mais le patron de cette entreprise de presse-là était M. Raphaël Auré Lacbé. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans ce journal. Ensuite, je me suis retrouvé en 97 au journal La Voix, qui était situé à Djamé Liberté et qui est devenu par la suite Notre Voix en 98. Et je suis resté jusqu'en juillet 2007. Et j'ai rejoint la rédaction du quotidien sportif Fagnon. Et par la suite, je suis allé à Fraternité Matin en 2009 jusqu'en 2011. Et après, il y a eu un break de quelques années. Et j'ai dû reprendre la plume en 2017 au quotidien Aujourd'hui, dirigé par Titi Joseph. Par la suite, en 2018, je me suis retrouvé au journal Le Rassemblement. Et depuis un an, je ne suis plus au journal Le Rassemblement. Je suis maintenant consultant sportif à la Croix. Oui, mais il faut rappeler que c'est la télévision NCI qui m'a révélé au niveau de la consultance. Et je suis passé également par Live TV. Et après, les dirigeants de la 3 ont créé une émission de débat qu'on appelle l'heure des caqueurs. Et depuis lors, je suis consultant au niveau de cette émission-là. Je suis à votre disposition. Vous savez, au mois de juin 2022, après le match aller face à la Zambie, à Yamoussoukro, qui s'est soldé par une victoire de 3-1 des éléphants, M. Jean-Louis Gasset avait dit que ces garçons étaient à court physiquement. Et cela s'explique par les vacances. Et un an après la défaite en Zambie, Jean-Louis Gasset dit que ces garçons étaient lourds parce que ils n'avaient pas vite commencé le regroupement, ils n'ont pas eu assez de temps. Mais je crois que là, ça a été une erreur de l'encadrement technique. Et je crois que Jean-Louis Gasset aurait pu écourter les vacances des joueurs et les rassembler avant le 12, parce qu'il faut dire que le rassemblement avant le match en Zambie a débuté le 12, le match a eu le 17. Et donc, je pense que c'est à ce niveau que Jean-Louis Gasset a pêché. Et par la suite, il faut reconnaître qu'il y a eu un nombre important de joueurs blessés. Et ces joueurs-là, il y avait beaucoup au niveau de la défense centrale qui étaient absents. Donc, Jean-Louis Gasset, selon ce que j'ai entendu, a confirmé que, comme il y avait beaucoup de blessés, il a essayé des joueurs en défense qui avaient l'habitude de jouer, qui ont participé à la CAN dernière. Donc je crois que l'un mis dans l'autre, c'est ce qui explique la défaite des éléphants en Zambie. Pour la question 2, est-ce que toutes les équipes doivent la gagner? Bon, là, j'ai quelques difficultés. La question 2, est-ce que toutes les équipes doivent la gagner? Vraiment, je n'arrive pas à maîtriser la question. Est-ce que toutes les équipes doivent la gagner? Je n'arrive pas à comprendre cette question. Mais pour la question 3, quels sont selon vous les critères de convocation en sélection qui sont à connaître? Je pense que beaucoup d'Ivoiriens se trompent parce qu'ils ne mettent en avant qu'un seul critère de convocation des joueurs en équipe de Côte d'Ivoire, alors qu'il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est vrai, c'est le critère de la performance, le critère du temps de jeu, le critère de la forme du moment. Mais en dehors de cela, il y a un entraîneur qui bâtit une équipe, qui veut mettre en place un schéma de jeu. Donc, il recherche des profils. Et c'est ce que Gasset a fait pendant un an. Il a donné la chance à tout le monde parce qu'il voulait voir tout le monde et pour ne pas qu'il se trompe. Donc, il a vu tous les profils
Et l'autre élément, l'autre critère, c'est que c'est la polyvalence. Parce qu'il faut avoir la polyvalence. Si on a deux joueurs qui ont sensiblement le même niveau, l'entraîneur va choisir celui qui est polyvalent. Et donc, voilà. Ensuite, maintenant, il y a le dernier critère qui est celui du vécu, de l'expérience. Donc, je crois que voilà les critères qu'il faut. Et je crois pour moi que ce sont ces critères-là que Gasset applique pour convoquer ces garçons en sélection nationale. Et la quatrième question, pourquoi en un an, Gasset n'a pas pu bâtir son équipe? Vous savez, beaucoup oublient beaucoup de choses. Vous savez, la sélection ne travaille pas tout le temps. Et les joueurs sont en club. Et quand on prend l'exemple de l'année 2022, il y a eu seulement 4 dates fenêtres FIFA. Et une fenêtre FIFA dure 9 jours. Et en 2023, il y a 4 fenêtres FIFA, mais il y en a 2 déjà qui ont été utilisées, celle du mois de mars et de juin. Et il reste la fenêtre FIFA du mois de septembre et de novembre. Donc, quand on fait le calcul, 9 jours multipliés par 8 fenêtres FIFA en pratiquement une année que Gasset à la tête des éléphants, ça fait 72 jours. Donc, en quelque sorte, 72 jours, ce n'est pas assez suffisant pour faire un travail de fond. Et quand vous prenez les 72 jours, il y a aussi le temps de regroupement et il y a le temps des matchs. Donc, je crois que cela explique un peu les difficultés des entraîneurs à mettre en place une équipe. Mais Gasset a voulu quand même prendre une année pour voir les profils, pour voir de nombreux joueurs. Et sur une liste de 50 joueurs dont il a hérité, Gasset a déjà convoqué 48 joueurs en sélection depuis juin 2022 et à juin 2023. Donc voilà un peu ce qui explique cela. Bon, moi je pense que j'en ai pas connaissance. Vous savez, la fédération est dirigée quand même par des personnalités de ce pays. Et M. Gasset qui a été recruté pour faire un travail, s'il y a un problème au sein de la sélection, je crois que naturellement, Gasset allait le dire. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu dire qu'il y avait un problème dans les vestiaires des éléphants. Et parlant de l'affaire à l'heure, je pense que ce n'est pas une histoire vraie. Parce que quand on dit qu'il y a des cadres, ce qu'on baptise pompeusement du nom de sénateurs, qui sera opposé à l'intégration d'Alain et que ces derniers ont dit qu'ils ne feraient pas la passe à Alain. Mais rappelez-vous, lors du premier match d'Alain avec la sélection des Côte d'Ivoire, celui qui fait la passe à Alain s'appelle bel et bien Max Alain Gradel. Et lors du deuxième match de Alain, c'était face au Cameroun, lors des éliminatoires du Mondial 2022, le premier but inscrit par Alain l'a été sur penalty. Et les cadres étaient bel et bien présents dans cette sélection et ils ont permis à Haller de prendre le ballon et de marquer son premier but. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème à l'heure dans la sélection de Côte d'Ivoire. Non, ben en fait, moi je n'ai pas de soutien particulier à Gasset. Vous savez, je vais être objectif. Le monsieur a hérité d'une situation assez compliquée. La Côte d'Ivoire, cette sélection de Côte d'Ivoire connaissait quand même des résultats en baisse depuis la CAN 2015. Et puis, il récupère l'équipe de Côte d'Ivoire après la parenthèse du comité de normalisation. Donc, on lui a assigné une mission. Et donc, il a mis sa méthode en place. Il est en train de travailler et les résultats n'étaient pas aussi mauvais. Les résultats n'étaient pas aussi mauvais. Parce que quand on prend en 9 matchs, 5 officiels, Gasset a une défaite, il a 3 victoires et il a un match nul. Et quand on prend les matchs amicaux, il a une défaite face au Burkina et il a 3 victoires. Donc je pense que quand on voit ces résultats-là, il n'y a pas de raison vraiment véritable pour pouvoir l'attaquer. C'est pourquoi je dis ce qui est. Sinon, je n'ai pas un soutien particulier à Gasset. Maintenant, pour la question 7, les éléphants peuvent-ils gagner cette CAN devant le Sénégal, le Maroc et pourquoi? Oui, c'est possible. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire allait à la CAN en 92, personne ne donnait les éléphants vainqueurs à cette campagne-là. Et l'entraîneur Yeo Martial n'était pas le favori des dirigeants du football ivoirien d'alors. Il voulait imposer Troussier. Mais ce sont les joueurs qui ont fait corps pour imposer Yeo Martial. Et on a vu que les éléphants ont disputé un match amical, ils ont perdu.
Mais les éléphants gagnent la CAN. Souvenez-vous, en 2014, avant la CAN 2015, les éléphants avaient été battus proprement par le Cameroun, par 4-1. Mais les éléphants, quelques mois après, ont gagné la CAN. Ça veut dire que le contexte des matchs avant la CAN et la motivation ne sont pas les mêmes. Donc, je crois que par rapport à la CAN, il aura un autre contexte, il aura un autre environnement, il aura une autre motivation. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire est capable de battre le Sénégal. Regardez, le petit Bénin anti-griffe a tenu en échec le Sénégal lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Le Maroc a été battu par l'Afrique du Sud, demi-finaliste du mondial. Mais ça veut dire qu'au football, rien n'est figé. Tout peut changer à tout moment. Ça dépend de la forme du moment et surtout de l'envie, de la volonté, de l'abnégation des joueurs. Donc je crois que la Côte d'Ivoire est capable de battre le Sénégal et le Maroc. Je voudrais rappeler que j'ai déjà répondu à la question sur les critères pour convoquer les joueurs. Je l'ai fait. Je ne me félicite pas de la défaite en Zambie. Je dis que les ingrédients étaient réunis pour que cette défaite arrive. Un, il y a le contexte et puis il y a surtout l'enjeu de la rencontre. La Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Et la Zambie, pour ce match face à la Côte d'Ivoire, ce match retour, qui a eu lieu le 17 juin dernier, la Zambie devait obtenir un match nul ou une victoire pour se qualifier après 8 ans d'absence à la CAN. Donc, les enjeux étaient différents de chaque côté. Par ailleurs, les sélectionneur de Côte d'Ivoire n'a pas convoqué le regroupement de son équipe à temps, selon moi. Quand tu sais que tu as des joueurs qui sortent d'une saison harassante et qui sont en vacances, automatiquement, la majorité des championnats en Europe sont finis aux environs du 3 juin. Mais déjà le 5, il aurait pu réunir ses joueurs. Il ne l'a pas fait. Alors que du côté de la Zambie, pour quelqu'un de l'encadrement technique des éléphants m'a donné cette information, les Zambiens ont passé 2 semaines de préparation en Afrique du Sud. Donc, quand vous voyez cela, par ailleurs, Gassé a eu de nombreux blessés dans son effectif. Je disais que lors du match aller face à la Zambie qui a été remporté par la Côte d'Ivoire, il y a eu un 11 que Gassé a aligné. Mais au match retour, par rapport au 11 du match aller, il y avait 6 absents du côté des éléphants. Alors que du côté des Zambiens, par rapport au match aller, le 11 de départ, il y avait 8 qui étaient présents lors du match retour. Vous comprenez? Donc, les éléphants n'ont pas bien préparé cette rencontre. Et puis, il y avait le contexte et la motivation, l'enjeu. Donc, je crois que les ingrédients étaient réunis pour la défaite des éléphants. S'agissant des résultats de Gassé, oui, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. C'est une évidence, on ne peut pas les nier. Même si certains pensent que bon, c'est des résultats par rapport à des équipes assez faibles, mais les résultats de Gassé sont probants. Il joue 9 matchs, 5 officiellement. Il a une défaite, un match nul, 3 victoires. Il joue 4 matchs amicaux, il a une défaite. Il a un match nul. Et pardon, il joue les matchs amicaux, il a une défaite, il a 3 victoires. Donc je crois que les résultats sont là. Donc il n'y a pas de contradiction. Je parlais de d'où vient l'équipe de Côte d'Ivoire et le travail que Gassé est en train de faire actuellement. C'est de ça que je parle. Non, il n'y a pas de contradiction. J'étais en train d'expliquer d'où venait cette équipe de Côte d'Ivoire et de quelle équipe a hérité Jean-Louis Gassé. Quand Jean-Louis Gassé a hérité l'équipe de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avait gagné sa CAN en 2015 et après ça, la Côte d'Ivoire a eu du mal à dépasser les quarts de finale de la compétition. Donc, il y a eu la parenthèse du CONOR qui a plus mis l'accent sur le côté administratif que le côté sportif, la préparation des différentes équipes nationales. C'est de ça que je parle. Donc, je dis que cette équipe est en préparation. Gassé a déjà pris une année pour observer les uns les autres. Il a convoqué 48 joueurs, donc il n'y a pas de contradiction. Je parlais de d'où vient l'équipe avant que Gassé n'hérite de cette équipe. Bon, moi je pense, pour le commando de 23, vous savez, on sort d'une saison, il y a certains qui ont été très bons, donc je pense que ces derniers peuvent être dans cette liste de 23.
Il y a certains qui n'ont pas eu de temps de jeu, mais pour leur profil, pour leur expérience, pour leur polyvalence, ils peuvent jouer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc, si on veut aller au niveau des gardiens de but, je pense que Badra Ali est le titulaire. Il peut avoir sa place dans cette équipe. Au niveau des défenseurs centraux, pour moi, je pense que Eric Bailly a sa place. Willy Boli, qui a repris du service à Nottingham, a sa place parce qu'on a vu qu'il a une bonne complémentarité avec Eric Bailly. Sur les côtés, moi je pense que quand on prend Serge Aurier, le capitaine, qui a fait une très belle saison à Nottingham, il a sa place dans cette équipe. Et puis, son remplaçant immédiat, Wilfried Senghor, du côté de Ghislain Konan, le côté gauche, je pense que Justin a sa place dans cette équipe. Et puis, sa doublure qui est blessée malheureusement, qui est Doumbia Suleiman, a sa place. Donc, je pense que dans le milieu, il y a des joueurs comme Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seri Michael, comment il s'appelle Aoulou Euls, le jeune qui est arrivé tout dernièrement, Idrissa Doumbia. Et puis, en attaque, des joueurs comme Masgradel, Zaha, Pépé, s'il revient à son meilleur niveau. Et puis, de jeunes loups, comme Adengra Simon, etc. Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il faut que les joueurs soient en forme au moment opportun. C'est-à-dire à quelques moments de la CAN. Parce que ceux qui ont été en forme cette saison peuvent ne plus être en forme à quelques mois de la CAN. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Moi, je pense que ce n'est pas une question de dire la vérité à M. Idriss Diallo. Comme je le disais, il y a un critère qui est la forme du moment. Mais l'autre critère, c'est l'entraîneur qui met en place son équipe. C'est lui qui recherche des profils pour que ces joueurs-là puissent animer le système qu'il va mettre en place. Donc, il n'est pas forcément une obligation que le temps de jeu soit le seul critère. Je vais vous donner des exemples. En 1982, Paolo Rossi est en prison. Il est sorti de la prison. Il a été le meilleur buteur de ce mondial. Et il a offert le trophée à son pays. Il y a quelques temps, il y a quelques jours, le Sénégal était face au Brésil, la grande équipe du Brésil. Il y a 2 joueurs sénégalais qui ont été appelés par Aliou Cissé. Nampalis Mendy, qui joue à Leicester, et puis il y a Moussa Niakate, qui joue à Nottingham Forest. Mais ces joueurs n'ont pas de temps de jeu. Nampalis a eu pour toute la saison 24 matchs. Eric Bailly en a disputé 23. Et Moussa Niakate a joué 14 matchs. Mais ils ont eu de belles performances, alors qu'ils n'avaient pas de temps de jeu. Quand on prend en 2017, Nicolas Nkoulou ne jouait pas à Lyon, mais il a joué comme titulaire à la CAN en 2017, remporté, je crois, par le Cameroun. À la fin, il a été libéré par Lyon. Donc, c'est pour dire qu'un entraîneur peut choisir un joueur par rapport à un profil qu'il recherche. Eric Bailly, le cas Eric Bailly, c'est quelqu'un qui apporte le surnombre au niveau du milieu de terrain parce qu'il a de belles relances. Si, j'ai répondu, j'ai dit que je ne comprenais pas très bien la question de est-ce que toutes les équipes doivent la gagner? Ah oui, est-ce que toutes les équipes doivent gagner la CAN, c'est ça? Mais si c'est ça la question, je dis, ce n'est pas une évidence. Vous savez que le football, ce n'est pas une certitude, oui. Et en 33 éditions, il n'y a que 9 pays qui ont gagné la CAN à domicile. Il y a le Soudan en 70, il y a le Nigeria en 80, il y a l'Algérie en 90, il y a l'Afrique du Sud en 96, il y a la Tunisie en 2004, et puis il y a 2 autres pays qui ont organisé la CAN à 2 reprises et qui ont gagné la CAN à domicile à 2 reprises. Le Ghana en 63 et en 78, et l'Égypte en 86 et en 2006. Pour la question 3, quels sont selon vous les critères de convocation? J'ai dit que beaucoup d'Ivoiriens se trompent et ils pensent que le seul critère de convocation
de joueurs en sélection, c'est le critère de performance, le critère du temps de jeu, le critère de la forme du moment. Non, je dis en dehors de ça, il faut prendre en compte les critères du profil parce qu'un entraîneur met en place un schéma et il cherche le joueur qui peut animer ce schéma-là. Quand je prends un exemple banal, celui d'Éric Bailly. Vous savez, Éric Bailly est un défenseur central. Il est bon dans les duels, il est bon dans les anticipations comme les autres joueurs, les duels de 1 contre 1, mais Éric a quelque chose de plus. Il a des sorties de balles, des relances qui permettent d'apporter le surnombre au milieu de terrain au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous observez le dernier match qu'il a joué face à la Zambie, il était tout le temps dans le milieu de terrain. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de couverture, parce qu'il a appelé à aller appuyer le jeu offensif. Donc voilà, je dis qu'il y a le profil, et puis en dehors du profil, il y a la polyvalence, en dehors de la polyvalence, il y a l'expérience, il y a le vécu. Voilà les critères qu'il faut pour convoquer des joueurs en sélection. Vous savez, comme je le disais, il y a un grand président de club de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Simplice Zinsou Demessé, qui disait et qui parlait toujours de la glorieuse incertitude du football. Au niveau du football, il n'y a pas de certitude. Parce que les grandes nations, celles qui sont considérées comme les grandes nations, peuvent perdre devant une petite nation au football. Oui, et c'est comme ça. Et vous avez vu, lors du mondial 2014, le grand Brésil, 5 fois champion du monde, a été étrié par 7 buts à 1 par l'Allemagne. Mais c'est cela le football, son aspect imprévisible. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on organise une CAN et qu'on doit absolument la gagner. J'ai dit un peu plus haut qu'en 33 éditions de CAN, il y a seulement 9 pays qui ont organisé la CAN et l'ont remporté à domicile. En 70, le Soudan. En 80, le Nigeria. En 90, l'Algérie. En 96, l'Afrique du Sud. En 2004, la Tunisie. Et puis, il y a 2 pays qui ont gagné 2 fois la CAN à domicile. Il y a le Ghana en 63 et en 78. Et il y a l'Égypte en 86, en 2006. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas encore de commando. Le commando n'a pas encore été mis en place. Le commando va commencer à être mis en place à partir du mois de septembre prochain. Jean-Luc Gasset est arrivé en juin. Il a commencé son travail. Sinon, il a été nommé le 20 mai 2022. Et il a commencé son travail en juin, le 3 juin 2022. Et je le disais que dans une année, en 2022, il y a 4 fenêtres FIFA. Et en 2023, il y a 4 fenêtres FIFA. Donc, chaque fenêtre FIFA dure 9 jours. Donc, quand on voit le nombre de fenêtres FIFA, le nombre de jours que durent les fenêtres FIFA, ça fait 72 jours. Et sur 300 et quelques jours, ce n'est pas assez suffisant. Donc, Gasset a appelé près de 48 joueurs. Il est en train de voir leur profil. Donc, à partir de septembre prochain, il va essayer de bâtir l'équipe commando qui sera plus proche de celle qui va disputer la CAN. Donc, l'équipe commando n'est pas encore en place. Oui, il recherchait les éléments, les profils pour mettre en place cette équipe commando. Ça va venir. Pour revenir sur le débat de est-ce que la Côte d'Ivoire est favorite ou outsider, je pense que ceux qui dirigent le football ivoirien l'ont dit. L'objectif que le président de la fédération a signé à Jean-Louis Gasset lorsqu'il a été recruté, c'était d'envoyer les éléphants en demi-finale. Oui, le minimum. Mais dire que l'objectif n'est pas de gagner la CAN, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Ça veut dire qu'on est réaliste. Prenez quand même la Côte d'Ivoire. Lorsque M. Idriss arrivait, la Côte d'Ivoire était classée, je crois, 9e dans le classement FIFA au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné un rang, la Côte d'Ivoire est 8e. Mais lorsque vous voyez les nations qui sont classées avant, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a toutes ces grandes nations qui sont devant. Donc il faut respecter les adversaires. Mais si l'occasion se présente pour la Côte d'Ivoire de gagner la CAN, elle ne va pas cracher dessus. Mais il faut être réaliste parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont en tête du classement. Et ça, c'est respecter l'adversaire. Non, si on veut écouter les Ivoiriens,
Vous savez, beaucoup d'Ivoiriens pensent que parce qu'on a des joueurs qui jouent en Europe, donc ça veut dire que, regardez les joueurs ivoiriens. Il y en a combien qui jouent dans les meilleurs clubs en Europe? Badra, qui est le gardien titulaire, il est en Afrique du Sud. Vous comprenez? Vous prenez Serge Aurier, il joue à Nottingham Forest. Vous prenez de l'autre côté, le côté gauche, Ghislain Conan, il joue à Al-Nas en Arabie Saoudite. Vous prenez dans le milieu, Seri Mikel, il joue à Hull City. Vous prenez Ibrahim Sangaré, il joue au PSV Eindhoven. Vous prenez Seko Fofana, il joue où? Il joue au RC Lens. Les Ivoiriens ne jouent pas aujourd'hui dans des clubs de premier rang. Donc logiquement, objectivement, on ne peut pas dire que les Ivoiriens sont favoris. Mais comme c'est au football et que ce sport est imprévisible, il est possible que les Ivoiriens, face à leur public, peuvent se sublimer et puis créer la surprise. Mais pour l'instant, moi, je pense que les Ivoiriens ne sont pas favoris. Oui, bon, je vais vous décrire le travail. Gassier a été nommé le 20 mai 2022. Et il a commencé à coacher les éléphants en match officiel le 3 juin 2022. Donc, la méthode Gassier est la suivante. Il est venu, il y avait une liste de 50 joueurs dont il a hérité. Et parmi cette liste de 50 joueurs, jusqu'au dernier match, Gassier a puisé 48 joueurs dans cette liste qu'il a convoqués. Donc Gassier est en train de rechercher les profils qui pourront animer son système de jeu. Donc Gassier a donné du temps à tout le monde parce qu'il ne voulait pas se tromper. Il ne voulait pas qu'on dise que oui, il n'a pas vu ceci, il n'a pas vu cela. Donc je crois qu'il a fait une revue de la liste. Et aujourd'hui, il a une idée. Il y a certains qui l'ont convaincu, par contre d'autres ne l'ont pas convaincu. Donc pour la fenêtre FIFA du mois de septembre, il va commencer à travailler ceux qui l'ont convaincu, ceux qui ont eu le profil qu'il recherchait. Mais, vous savez, on est à la fin de la saison, il y a des joueurs qui ont été bons lors de la saison qui vient de s'achever, mais ce n'est pas certain que ces joueurs-là soient bons lors de la nouvelle saison qui va commencer avant la CAN. Donc, voilà un peu le travail des Gassier. Moi, je vais donner véritablement mon point de vue. Seko avait porté à 6 reprises la tunique orange, blanc et vert. Et Seko Baumel s'est battu pour le ramener en sélection. Il n'a pas voulu. Il a fallu la sagesse, l'expérience, le vécu de Jean-Louis Gassier pour convaincre Seko à venir. Vous savez, Seko est arrivé et joue avec Lens. Et depuis une vingtaine d'années, son club n'a pas eu l'occasion de se qualifier pour une compétition européenne. Et Seko, en tant que capitaine, tenait à qualifier. Et je pense que c'est chose faite. Donc, vous savez, c'est parce que des joueurs jouent en club, ça n'engage pas Gassier. C'est moi, mon ressenti. Donc, je pense que Seko a préféré privilégier son club pour atteindre certains objectifs. Et je pense que comme cela est fait maintenant, Seko certainement pourra venir. Mais contrairement à ce qui se rend compte, que oui, on lui a fait la promesse d'avoir le brassard, on lui a fait des promesses, je pense que ce n'est pas vrai. Personne n'a fait des promesses à Seko parce que j'ai eu quand même certains propos de l'entraîneur sur le sujet. Mais bon, écoutez, vous savez, les stars ont souvent ce petit côté où ils se font désirer. Mais je crois que Seko, qui a permis au RC Lens de se qualifier pour la Ligue des Champions, est maintenant psychologiquement libre. Et je crois que la prochaine fenêtre, j'espère qu'il sera là. Je crois qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Seko, c'est de lui-même qu'il a décidé de venir jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Seko n'a pas encore dit de façon publique que l'équipe de Côte d'Ivoire ne l'intéressait plus. Et l'entraîneur de Côte d'Ivoire n'a pas encore dit que Seko n'était plus intéressé par la sélection de Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération ivoirienne de football, qui est M. Idriss Diallo, n'a pas encore parlé du cas Seko qui ne voulait plus revenir en équipe de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut attendre. La dernière fois, pour cette fenêtre du mois de juin, Seko a produit un certificat, disons son club a produit un certificat pour dire qu'il était blessé.
Donc, il n'y a pas de raison véritable de douter de la qualité de ce certificat médical qui a été produit par le RC Lens. Donc, je crois qu'il faut attendre, on verra bien. Mais moi, je crois que le jour où Gassé dira que ce qu'on refuse de venir en sélection, ou Idriss Diallo dit que ce qu'on refuse de venir en sélection, ou mais ce qu'on lui-même dit qu'il refuse de venir en sélection, là, je pense qu'on va aviser. Pourquoi avec moi les choses ne sont pas claires? Vraiment, je pense que vous savez, j'ai horreur de la pensée unique. Vous avez votre position, j'ai la mienne. Et c'est ce qu'on appelle argumenter avec des preuves. Donc moi, je soutiens, je fais des affirmations, j'argumente avec des preuves. Maintenant, ça peut ne pas vous convaincre, mais moi, je pense que ce que je dis, il y a quand même de la logique et du bon sens. Je ne crois pas que il y ait une charte, parce que s'il y a une charte dans la sélection, je pense qu'elle sera rendue publique. Par ailleurs, les critères, je le dis clairement, je dis au football, dans toutes disciplines sportives, ce n'est pas seulement le critère du temps de jeu, de la performance qui compte. En dehors de ces critères, l'entraîneur peut prendre en compte le critère du profil recherché, de celui qui peut animer un système qu'il met en place. Et en dehors du critère du profil, il y a le critère de la polyvalence. Parce que, regardez, je prends un exemple. Sur le côté gauche de la défense, où a joué Ghislain Conan, à la vérité, son remplaçant était blessé. Souleymane Doumbia, si je ne me trompe pas. Donc là, l'entraîneur peut prendre un défenseur central qui est capable de jouer sur le côté gauche. Donc ça peut être un joueur qui n'a pas le temps de jeu. Maintenant, dehors du critère du profil, du critère de la polyvalence, il y a le critère de l'expérience. Oui, c'est quand même l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a des joueurs qui ont vécu, qui ont gagné une CAN, qui connaissent le parfum des compétitions continentales. On ne peut pas dire que en se basant sur cet aspect-là, qu'on doit jeter ses joueurs. Bailly, il a joué 23 matchs la saison, il n'était pas à la rue. C'est vrai qu'il était blessé. Bailly n'est pas un mauvais joueur. Bailly, lorsqu'il n'est pas blessé, lorsqu'il n'est pas suspendu, il est titulaire au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire et de l'équipe de Marseille, pardonnez. Donc, je crois que c'est l'entraîneur qui recherche des profils, c'est l'entraîneur qui les convoque. Ces joueurs-là ne se convoquent pas en sélection. Et puis, du reste, vous pensez que Gassé, qui a un challenge important, et il sait que son avenir se joue en Côte d'Ivoire. S'il rate la CAN, ça sera difficile pour lui de trouver le travail ailleurs. Est-ce que vous pensez que Gassé va convoquer des joueurs qui ne sont pas à niveau? Non, je ne le crois pas. Donc, je crois qu'il faut arrêter de pointer du doigt, d'indexer des joueurs. S'ils sont là, c'est parce que l'entraîneur a besoin d'eux. Serge Aurier, il a fait une saison extraordinaire à Nottingham Forest. Il a joué un bon match, même s'il a marqué un but contre son camp face à la Zambie en Zambie. Mais il a été, selon une structure très sérieuse, crédible, qui donne les statistiques, Serge Aurier a été le meilleur joueur ivoirien. Donc, je ne sais pas sur quoi on se base. Eric Bailly, au mois de mars, il a joué 2 matchs face aux Comores. Il a été le meilleur défenseur central. La preuve, les autres joueurs étaient là, les jeunes dont on parle tant. Mais l'entraîneur a préféré prendre un défenseur, un milieu défensif, qui est Jean-Philippe Bamé, pour le mettre à côté d'Eric Bailly. Ça veut dire que quelque part, l'entraîneur n'était pas satisfait du rendement de ces jeunes-là. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'entraîneur qui décide de convoquer ce qu'il trouve utile à son système. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Oui, la réalité de 2012, de 1992 n'est pas celle de 2023, mais je crois que, à ma connaissance, la CAN ne s'est pas encore jouée. Vous avez vu l'entraîneur français de 98, Aimé Jacquet, il a été décrié, attaqué, voué aux gémonies, mais à la fin, il a gagné sa CAN. Donc, je crois qu'il faut espérer que la Côte d'Ivoire gagne sa CAN, et cette CAN n'a pas encore débuté. Mais la réponse se trouve dans ta propre argumentation. Lorsque une équipe
à base de joueurs locaux, ils ont le temps de se retrouver, de travailler. Et c'est assez clair. Ça a été le cas de la Zambie en 2012 face à la Côte d'Ivoire. L'équipe zambienne était composée de nombreux joueurs locaux, dont ces derniers se retrouvaient tout le temps pour préparer la CAN. Ce n'est pas le cas de l'équipe de Côte d'Ivoire qui est constituée à 99% de joueurs évoluant à l'extérieur. Et donc, quand vous regardez l'un mis dans l'autre, bon, ça pose problème. Maintenant, ce que je veux dire, c'est vous qui dites que l'équipe de Côte d'Ivoire doit forcément gagner. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire, prenez l'ossature de cette équipe. Les cadres, ils ne jouent pas dans les top clubs. Contrairement aux adversaires qui arrivent, qui ont des joueurs de choses de haut niveau. Donc, c'est ce que je veux dire. Soyez modestes. Voilà, soyez modestes. Oui. Et dire que on joue, on est outsider, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Ça veut dire qu'on est réaliste. Mais si l'occasion se présente, on peut gagner la CAN. C'est ce que je voulais dire. Pourtant, j'ai donné toutes les preuves. Ce n'est pas parce qu'on organise une CAN qu'on doit absolument la gagner. Ce n'est pas vrai. Le football n'est pas une certitude. Très souvent, de grandes nations de football sont battus par des petites nations en griffe. Et j'ai donné des chiffres à l'appui, des preuves. La CAN sera à sa 34e édition en Côte d'Ivoire. Mais sur les 33 précédentes éditions, il n'y a que 9 pays qui ont gagné la CAN à domicile. Mais cela, quand même, doit vous dire quelque chose. Et j'ai cité ces pays-là. Le Soudan en 70. L'Algérie en 80. Le Soudan en 70. Le Nigeria en 80. L'Algérie en 90. Vous comprenez? La Tunisie en 2004. L'Afrique du Sud en 96. Et puis il y a 2 pays qui ont gagné à 2 reprises la CAN en l'organisant. Le Ghana en 63 et en 78, et puis l'Égypte en 86 et en 2006. Ça, ce sont des éléments objectifs. Donc, on ne peut pas dire parce qu'on organise une CAN, donc on doit la gagner absolument. Mais si c'était ça là, ça veut dire que personne n'aurait gagné la CAN alors. Et les choses, chaque pays qui organisait allait gagner sa CAN, pardonnez. Il y a des éléments qui sont là, qui sont palpables, qui sont objectifs, qui sont logiques. Il faut se baser dessus. Mais ne restons pas là. Non, on s'appelle Côte d'Ivoire, on doit gagner. Mais tu t'appelles Côte d'Ivoire. Tu penses que la Côte d'Ivoire a des meilleurs joueurs que le Sénégal? La Côte d'Ivoire a des meilleurs joueurs que le Maroc? Et quand je parle de l'imprévisibilité du football, regarde le Maroc qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le Maroc a été battu il y a quelques jours par l'Afrique du Sud. Le Sénégal, le grand Sénégal qui a battu le Brésil par 4-2, a été contraint au nul par, excusez-moi, le petit Bénin. Mais quand vous voyez ce genre de choses, et puis vous ne voulez pas tenir compte du réalisme, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a envie de prouver, le chauvinisme? On est ivoirien, on doit gagner? Non, écoutez, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Vous êtes vraiment difficile. C'est les mêmes Ivoiriens qui avaient dit ici que le championnat local là ne représentait rien, qu'il était nul, il était le dernier d'Afrique. Pendant ce temps, je disais non, ce n'est pas vrai. On l'a vu. Quand la SEC a perdu au Nigeria face à Rivers United, les mêmes se sont levés pour dire qu'on vous avait dit que ce championnat local était nul, que ces joueurs étaient nuls. Quand la Côte d'Ivoire s'est arrêtée au CHAN, les mêmes ont dit, on vous avait dit que ce championnat local était nul. Et les joueurs locaux étaient nuls. Mais d'où vient que c'est ces mêmes championnats-là, vous trouvez qu'on doit trouver des joueurs pour aller en équipe de Côte d'Ivoire. Mais souvent, vous dites une chose et son contraire. Oui, mais ce championnat, subitement, est devenu le meilleur d'Afrique. On nous a tous dit qu'on ne faisait pas partie du top 10. Mais attendez, vraiment, moi, je ne sais pas. Souvent, quand on discute, il faut discuter
de façon logique. Ce championnat-là a été traité de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et subitement, des gens se battent pour que des joueurs locaux soient en sélection de Côte d'Ivoire. Prenez vos joueurs locaux, comparez-les à ceux que Jean-Louis Agassiz a convoqués, sérieusement-là. Vous voulez comparer, comment il s'appelle, à Toula, à Césaurier, ou à chose, comment il s'appelle, à Wilfried Senghor? Attendez, à un moment, il faut arrêter, il faut être sérieux. Vous le comparez Zouzoua Pakom à Seko Fofana, à chose Ibrahim Sangaré, à Jean-Philippe Bouamé, à chose Seri Michael, à Idrissa Doumbia. Non, attendez, à un moment, il faut arrêter. C'est le même Zouzoua Pakom. On nous a dit ici, lors de la CAN, qu'il était nul, qu'il était inconstant. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour que ces gens-là soient en équipe de Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, ça, c'est votre choix. Mais ce qui est important, c'est que c'est l'entraîneur qui décide. J'ai dit le CHAN, je me suis trompé à dire la CAN. Lors du CHAN, on ne va pas à la guerre pour la perdre. Et pourquoi ne pas penser dans l'autre sens qu'on espère qu'on gagnerait la CAN en janvier prochain? Et puis, c'est le flop qui sort. Ah, mais si vous-même, vous n'avez pas de pensée positive, mais ça va influer sur votre équipe nationale. Ah oui, c'est assez clair. Moi, je crois, voilà, pour terminer aujourd'hui, parce que je suis un peu fatigué, vous pensez que Jean-Louis Gasset, qui a eu cette chance énorme de diriger l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est quand même une nation respectable au niveau du football, va se faire harakiri en utilisant, en retirant des joueurs qui ne peuvent pas lui permettre d'avoir des résultats, les résultats escomptés? Je ne crois pas. Vous pensez que M. Idriss Diallo, qui a été élu pour son premier mandat et qui certainement veut faire un deuxième mandat, vous pensez qu'Idriss Diallo a envie de perdre la CAN alors qu'il sait pertinemment que s'il gagne la CAN, cela peut lui permettre d'avoir facilement un deuxième mandat? Je crois que Idriss et Gasset sont plus conscients que quiconque de bâtir une équipe compétitive, une équipe performante, une équipe commando. Si Gasset gagne la CAN, vous voyez la promotion que ça lui fait. Reda, en Zambie, il a gagné la CAN. Après, il est venu gagner la CAN à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu la publicité qu'il a eue? Donc, je crois qu'il n'y a pas un entraîneur au monde qui va vouloir privilégier des pieds cassés au détriment des joueurs qui peuvent lui permettre de gagner une compétition. Gasset sait où il va. Il a dit clairement que les places seront vraiment chères. Et le capitaine Séjourier, après le match en Zambie, a dit que nul n'est sûr d'être à la CAN prochaine. Ah, ça veut dire que Gasset a lancé un message. Donc, je crois, pour moi, après cette longue période d'une année, période de test, Gasset a donné la chance à tout un chacun de s'exprimer et même d'être présent en équipe nationale, de participer aux entraînements. Il recherche des profils. Il a vu ces profils. Et je crois que ça va lui permettre, en toute indépendance, de bâtir ce groupe commando qui aura pour ambition de gagner la CAN à domicile. Il faut y croire. Et moi, j'y crois. En fait, les raccourcis au sport, c'est de croire que seul le temps de jeu d'un joueur dans un club peut lui ouvrir les portes à la sélection. C'est ça les raccourcis. Parce que ce n'est qu'un seul critère, le temps de jeu. Et il y a plusieurs critères qui permettent à un sélectionneur d'appeler un joueur.
Et je ne vais même pas me perdre le temps de les répéter parce que je les ai suffisamment répétés ce soir. Et les raccourcis, c'est de croire que d'un côté, on peut juger un joueur et dire qu'il ne doit plus être en équipe nationale. Et dans le même temps, on peut permettre à un autre qui n'a pas été à la hauteur de revenir en équipe nationale. C'est ça les raccourcis. Et les raccourcis, c'est de croire que une défaite face à la Zambie qui jouait une finale dans un match de préparation pour les éléphants détermine déjà l'avenir des éléphants à la CAN. Ça, ce n'est pas connaître le sport. Et c'est cela un raccourci dangereux. Et les raccourcis, c'est de croire que on doit faire le travail à la place de l'entraîneur. Celui qui a été recruté pour que l'équipe de Côte d'Ivoire ait des résultats, prendre le raccourci, c'est de croire que on doit faire les choix des hommes qui doivent animer lui-même son projet de jeu, son schéma de jeu. C'est ça les raccourcis. Et c'est cela que je ne peux pas soutenir. Et je comprends. Je fais là un développement sur une plateforme, mais déjà on généralise. Oui, que j'ai l'habitude, bon, ça je comprends. Je n'en ai pas obligé d'être aimé par tous. Le Fils de Dieu Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc moi, ça me glisse sur la peau. Je pense que j'ai été très objectif. Je fais des affirmations avec des arguments et des preuves. Et je les ai donné, les preuves et les arguments à l'appel. Que celui qui veut le comprendre, comprenne. Que celui qui ne veut pas comprendre, tant pis. Et moi, je passe à autre chose. Merci et bonne soirée. La dernière question des administrateurs, devons-nous avoir peur après la défaite en Zambie? Je dis non, non et non. Parce que, vous savez, une défaite ne peut pas déterminer l'avenir d'une équipe. C'est une défaite dans un parcours. Et surtout que la Côte d'Ivoire joue ces matchs-là comme des matchs de préparation, même si ce sont des matchs officiels, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Parce que, étant un pays organisateur, donc, Garcia utilise ces matchs-là pour... Pendant un an, il a regardé des profils. Maintenant, à partir de septembre prochain, il va commencer à mettre en place l'équipe qui se rapproche de celle qui va débuter la CAN. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je remercie toutes les personnes présentes sur cette plateforme Newscoop. Oui, une plateforme d'information, d'échange. J'ai été très heureux, honoré d'avoir été invité. Et j'espère que ma position, mes informations ont permis aux uns aux autres d'avoir une autre idée de ce qui se dit sur l'actualité de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je suis à votre disposition et si vous me sollicitez une prochaine fois, je serai encore présent. Merci, bonne soirée à tous, que Dieu nous garde.